Alors, concernant les démarches réglementaires avant la transmission, je vais vous présenter un calendrier des démarches de la transmission et rentrer dans le détail sur la déclaration d'intention de cessation d'activité qu'on appelle la DICA, qui est un formulaire administratif à faire. Je vais rentrer dans le détail aussi sur le contrôle des structures et les notifications SAFER qui sont à réaliser. Je vais vous parler un petit peu des transferts de référence PAC et je vais vous expliquer aussi le CFE. Alors, au niveau du calendrier des démarches à effectuer, je vais vous redonner le document pour que vous l'ayez en plus grand. On considère qu'il faut vraiment réfléchir aux modalités d'organisation de sa transmission 5 ans avant et même l'avoir eu en tête précédemment pour choisir ses investissements, par exemple. Mais 5 ans avant, c'est important d'en parler avec sa famille, de voir les différentes possibilités de reprise. Est-ce qu'un enfant veut reprendre? Est-ce que la maison d'habitation est liée à l'exploitation ou est-ce qu'il faut que j'envisage un nouveau lieu de vie? Voilà, est-ce que ça va être forcément une vente ou vente et location ou location? Quelle est votre volonté? Et puis, il va falloir aussi faire un point avec le comptable sur vos engagements fiscaux pour voir, par exemple, le cheptel, leur valeur en stock ou les possibilités de l'amortir. On y reviendra plus précisément. Vos décisions de défiscalisation avec une DEP, une DEP, voir l'incidence en cas de réintégration à la cessation d'activité, la TVA immobilière sur les investissements de moins de 20 ans, où est-ce que vous en êtes? Voilà, refaire un point complet sur vos engagements fiscaux 5 ans avant, ça peut être bien pour avoir un plan en tête et éviter d'avoir une révélation fiscale surprenante et donc pouvoir anticiper et corriger certaines choses. Donc ça, c'est 5 ans avant. Ensuite, c'est important d'étudier vos droits retraite, en fait, de compléter votre bilan de carrière préalablement. Il faut un petit peu de temps pour, en général, récupérer l'ensemble de ces trimestres, mais voilà, c'est très important d'être bien à jour de ces trimestres. Il va falloir aussi décider d'un plan d'action, d'une orientation à prendre, et ensuite, on découlera les réponses à vos questions en fonction de l'orientation que vous aurez choisie sur la transmission de votre exploitation. D'un point de vue formalité administrative, 4 ans avant votre date potentielle de cessation d'activité, donc 4 ans avant vos 62 ans, vous recevez de la MSA une DICA, une déclaration d'intention de cessation d'activité, qui est un document à remplir pour décrire un petit peu votre exploitation et noter à quelle date vous envisagez d'arrêter votre activité et si vous avez un repreneur ou non. Cette déclaration, c'est qu'une déclaration d'intention, on n'est pas sûr du tout, ni de la date, ni de savoir si on va avoir un repreneur en location ou en vente, mais ça permet, donc elle doit être envoyée à la Chambre d'agriculture, et ça permet à la Chambre d'agriculture plusieurs choses, de tenir des statistiques, mais aussi de reprendre contact avec vous si vous notez que vous recherchez un repreneur et que vous souhaitez un accompagnement. Voilà, on reprendra contact avec vous pour vous proposer un accompagnement à l'inscription au RDI, au répertoire départ installation. Et à ce moment-là, voilà, on travaillera avec vous sur une offre d'exploitation et la recherche d'un candidat à la reprise. Donc, tout ce qui suit est effectivement lié à cette recherche d'un candidat ou la préparation de la transmission, si c'est dans le cadre familial, le chiffrage du projet, la valeur de l'exploitation, les différentes hypothèses de transmission, le point sur les différents propriétaires bailleurs, bien vérifier qu'ils soient d'accord sur la transmission et sur les critères du prochain repreneur. Ça, c'est important. Voir les dispositifs d'aide, mettre en place les demandes d'aide potentielles. Et une fois qu'on a choisi notre candidat et qu'il commence ses démarches à l'installation et ses demandes de financement bancaire, on va signer avec lui un compromis, donc un protocole d'accord sur l'ensemble des modalités de la cession, c'est-à-dire ce qu'il y a à vendre, ce qu'il y a à louer, le prix des choses, même s'il va y avoir des choses qui seront actualisées au jour de la cession, mais de bien définir un cadre qui vous permettra en toute tranquillité de lui signer les promesses de baux et de lui signer le dossier de demande d'autorisation d'exploiter. Donc ça, c'est au moins 6 mois à l'avance, le dossier de demande d'autorisation d'exploiter.
parce que lorsqu'il y a candidature concurrente, le délai de réponse de la DDT, maintenant de l'arrêté préfectoral de région, est de 6 mois. Par la suite, vous allez déposer votre dossier retraite auprès de la MSA. Vous allez préparer les dernières formalités de cessation d'activité. Vous allez effectivement préparer les actes juridiques de transfert, donc soit de vente, soit de location, soit des promesses de cession, soit des projets d'actes, et il va y avoir des notifications à réaliser auprès de la SAFER. Une fois que tous ces délais sont passés et que le financement bancaire est accordé, eh bien, on va pouvoir réaliser la cession, acter la reprise, signer les actes définitifs, les baux, les actes de vente, les factures de vente. Et à ce moment-là, vous contacterez le centre de formalité des entreprises de la Chambre d'agriculture pour justifier de votre cessation d'activité dans le mois de l'arrêt d'activité. Et c'est le CFE qui va informer automatiquement la MSA, les impôts, l'INSEE. Si vous êtes en société, ce sera soit des actes de modification de la société, soit une dissolution de la société qui sera réalisée et qui sera notifiée au CFE également, qui l'enverra ensuite au greffe pour modification du CABIS. Voilà, et évidemment, à ce moment-là, une fois que la cession est réalisée, on transfère les cartes grises, on transfère les assurances, on liquide ses stocks et on fait sa dernière clôture comptable et fiscale. Alors, il y aura aussi le transfert des droits au paiement de base aujourd'hui, les DPB. Peut-être que dans 5 ou 7 ans, ça ne se rappellera plus des DPB, mais il y aura certainement des aides PAC à transférer aussi. Ça, en règle générale, la date de cession a lieu à un moment de l'année. Les clauses de transfert de ces aides ne sont pas encore sorties, donc il faudra les réitérer. Donc, il faut bien l'avoir prévu dans le protocole d'accord de base, le transfert des DPB, et on rejustifiera auprès de la DDT au moment possible, et donc avant la prochaine déclaration PAC, avant la déclaration PAC du repreneur. Alors, je vais rentrer dans le détail sur le contrôle des structures et la notification SAFER. Alors, au niveau du contrôle des structures, dans quel cas est-ce que l'on est soumis à autorisation d'exploiter? Dans quel cas est-ce que votre repreneur est soumis à l'autorisation d'exploiter? Eh bien, vous devez savoir, normalement, votre repreneur est soumis s'il n'a pas de diplôme agricole, s'il a une autre activité qu'il va garder, une pluriactivité avec un seuil de revenus supérieur à, donc le seuil varie chaque année, mais aux alentours de 30 000 € net fiscal, si sa reprise dépasse 110 hectares, ou alors démantèle une exploitation, c'est-à-dire qu'il y a une exploitation qui est divisée entre plusieurs repreneurs et ramenée en dessous de ce seuil, et bien à ce moment-là, tous les repreneurs sont soumis à un contrôle des structures, même si eux ne dépassent pas les 110 hectares. Ou alors, si votre repreneur a déjà un site d'exploitation et qu'il reprend des parcelles qui sont à plus de 10 km à vol d'oiseau de son siège d'exploitation. Voilà, il y a une dérogation au contrôle des structures, c'est lorsque c'est une reprise de biens de famille en propriété par un membre de la famille et qu'il s'installe. Donc, à condition de respecter toutes ces règles, donc il a votre membre de la famille, vous êtes bien propriétaire des terres, ce membre de la famille a bien la capacité professionnelle, il s'installe, les terres sont libres, à ce moment-là, ça sera une simple déclaration à la DDT et non pas une autorisation d'exploiter. Donc là, je vous parlais du seuil de déclenchement du contrôle des structures. Maintenant, je vais vous dire, lorsqu'il y a des candidatures concurrentes, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que l'on choisit? Alors d'abord, au niveau de la procédure, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a plus forcément un passage en CDOA, donc Commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que votre demande, la demande d'autorisation d'exploiter de votre repreneur est publiée, elle est diffusée. Donc, on va la retrouver sur le site internet de la préfecture. On va la retrouver en affichage en mairie sur les communes qui sont concernées.
Et à ce moment-là, il y a un délai de 3 mois où il peut y avoir des candidats qui demandent à reprendre votre exploitation. Donc, ils vont devoir vous informer, vous faire signer une lettre comme quoi vous êtes informé, une lettre d'information de demande d'autorisation d'exploiter, ou alors vous envoyez une lettre recommandée vous informant qu'ils déposent un dossier de demande d'autorisation d'exploiter concurrent. Ça, c'est la règle juridique. Évidemment, on préfère aller voir et négocier avec le propriétaire pour obtenir la signature de cette fiche de déclaration d'information de la demande d'autorisation d'exploiter. Parce que si on commence à envoyer des lettres recommandées, ça sent déjà un peu la mésentente. Donc, s'il y a candidature concurrente, à ce moment-là, la CDOA va être convoquée pour vérifier les règles de priorité. Si jamais il n'y a pas de candidature concurrente au bout de ces 3 mois, eh bien, il restera 1 mois à la DDT pour soit vous donner l'autorisation avec un arrêté préfectoral, soit ne rien faire. Et donc, à ce moment-là, ça vaut autorisation tacite d'exploiter. C'est-à-dire que ce qui compte, en réalité, c'est le récépissé, le justificatif de la DDT disant que le dossier a bien été déposé à telle date et qu'il est complet. Alors, ils appellent ça le certificat de complétude du dossier de demande d'autorisation d'exploiter. Et à partir de cette attestation de la DDT, eh bien, le délai de 4 mois commence à courir et au bout des 4 mois, s'il n'y a pas de nouvelles, c'est une autorisation tacite d'exploiter. Cette règle-là, elle dérange un petit peu les notaires. Si vous êtes sur un dossier qui passe par l'intermédiaire d'un notaire, par exemple, ou les juristes de manière générale, on n'a pas de justificatif indiquant qu'il y a eu cette autorisation tacite. C'est le document de base qui nous dit qu'au bout de 4 mois, on aura une autorisation tacite. Pour autant, si on le demande à la DDT, ils peuvent nous éditer un document attestant qu'il n'y a pas eu de demande concurrente et que donc le délai est passé. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est la plupart du temps, la grande majorité des cas, autorisation tacite au bout des 4 mois du dépôt du dossier complet. Mais s'il y a candidature concurrente sur des parcelles ou des îlots, eh bien, la CDOA va être convoquée et va regarder les règles de priorité. Donc, c'est l'échelle que je vous ai mis là. Ça, c'est les règles de priorité de la région centre. Donc, on va avoir comme priorité des personnes qui vont s'installer avec diplôme et chiffrage de leur projet. Il n'y a plus d'histoire de 40 ans et de statut jeune agriculteur aidé. Par contre, ce qui est important, c'est que ce soit une première installation avec diplôme et chiffrage. Donc, si dans nos 2 candidats, il y en a un qui est en rang 1 et l'autre qui est en rang 3, qui est déjà agriculteur et qui ne fait que s'agrandir, même s'il a une petite surface, c'est forcément l'agriculteur qui est en rang 1 qui va s'installer, qui va avoir l'autorisation d'exploiter. Ce qui est très important à avoir en tête sur l'autorisation d'exploiter, c'est qu'il faut nécessairement l'avoir pour exploiter les terres si on est soumis à contrôle, et il faut avoir l'autorisation du propriétaire d'accéder à la terre. Il faut forcément ces 2 oui, le oui du propriétaire et le oui de la DTT, enfin, ou du préfet sur l'autorisation d'exploiter. Ça, c'est absolument nécessaire. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Si le propriétaire veut vous louer, mais que la DDT vous a fait un refus d'exploiter, le bail ne vaudra pas, il est annulé. Si au contraire, le propriétaire ne veut pas vous louer et que vous avez un accord de la préfecture pour exploiter, vous n'aurez pas le droit de rentrer dans les terres sans l'accord du propriétaire. Donc ces 2 oui sont nécessaires pour pouvoir exploiter des terres. Je reprends mes règles de priorité. En rang 2, on a les installations donc sans diplôme ou sans chiffrage de projet. En rang 3, on a les agrandissements sur des surfaces qui sont inférieures à 160 hectares par UTH. Alors oui, c'est là où il faut que je vous réexplique. Le seuil de déclenchement du contrôle des structures, c'est 110 hectares. 110 hectares, donc dès qu'on dépasse 110 hectares pour une exploitation, on va être soumis à contrôle des structures.
Et même, on va cumuler les surfaces. Si je suis exploitante dans une SCEA et puis en plus, à titre individuel, je vais cumuler les surfaces de l'ensemble de ces deux exploitations, même si dans la SCEA, je suis associée avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc, je vais bien cumuler les surfaces de la société et de l'individuel pour voir si je dépasse les 110 hectares. Par contre, lorsqu'on est sur les règles de priorité à l'intérieur de candidatures concurrentes, on va ramener les surfaces exploitées cumulées divisées par le nombre de personnes qui travaillent sur les exploitations. Donc, on va parler d'UTH, compte pour une ETH entière, un associé exploitant, un conjoint collaborateur aussi. Par contre, un salarié, on va considérer qu'il ne compte que pour 0,75. Donc voilà, il y a des petites règles comme ça de calcul pour faire le ratio. Et donc après, vous voyez au niveau de l'échelle de priorité, eh bien, il y a un agrandissement entre 160 hectares et 220 hectares divisé par le nombre d'UTH, et puis les agrandissements qui sont supérieurs à 220 hectares qui sont au-delà. Donc ça, c'est la deuxième règle. Première règle, quand est-ce qu'on est soumis à contrôle des structures? Deuxième règle, quelles sont les priorités lorsqu'il y a des candidatures concurrentes au niveau de l'échelle? Donc, je vous le redis, mais s'il y a deux candidats, il y en a un en premier rang et l'autre en troisième rang, c'est forcément le premier rang qui gagne. Et donc, la troisième règle à connaître, c'est lorsqu'il y a deux candidats concurrents au sein un même échelon, comment est-ce qu'on fait pour les départager? Eh bien là, on leur donne des notes, des points, en fonction de leur projet. Donc, en fonction de leur projet, est-ce que c'est un projet d'élevage? Ça rapporte plus de points. Est-ce que c'est un projet avec du bio, avec du circuit court? Combien il y a vraiment de personnes qui travaillent à l'intérieur? Donc, on va ramener aussi à l'UTH. Et là, ça va permettre d'attribuer des points à chacun et de choisir le candidat qui correspond le plus aux critères. Il y a aussi le fait de faire l'ensemble des travaux par un entrepreneur de travaux agricoles. Ça va donner des points en moins. On va privilégier les exploitants qui font les travaux par eux-mêmes. Voilà au niveau de la règle du contrôle des structures. En parallèle de ce contrôle du droit d'exploiter des terres, on a aussi des règles que vous connaissez sur les notifications SAFER sur les ventes. Donc évidemment, lorsqu'il y a une vente d'une parcelle, à partir du 1er art dans l'Indre, on a une notification à la SAFER qui est réalisée. Donc ça, vous le connaissez de manière classique sur les ventes de terre. Mais cette notification des projets de vente ou des projets de donation de terre a aussi été étendue aux ventes ou aux donations de parts sociales de sociétés agricoles. Pas que les parts sociales de sociétés immobilières agricoles, donc pas que les parts sociales de GFA, mais aussi les parts sociales de GAEC, EARL, SCEA. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Il y a eu la loi anti-accaparement, on a dit la loi chinoise, pour effectivement donner plus de pouvoir à la SAFER pour au moins voir ce qui se passe sur les cessions de parts sociales de sociétés. Puisqu'effectivement, les dossiers chinois, comme on a pu le dire, c'était le fait de sociétés de type SCEA qui sont elles-mêmes propriétaires de terres et locataires d'autres terres avec des baux au nom des sociétés, dont les parts sociales sont cédées en majorité à une holding chinoise basée à Hong Kong. Et donc, cette holding pouvait racheter les parts sociales de la SCEA qui comportent la propriété de terres sans avoir aucune notification à la SAFER à faire. D'où la loi anti-accaparement qui est venue durcir le système et donc obliger effectivement à notifier à la SAFER les projets de cession de parts, de toute cession de parts sociales, au moins 2 mois à l'avance. Donc, ça vaut pour les gros dossiers, mais ça vaut aussi pour les petits dossiers de un GAEC père-fils où on a un projet de donation de parts sociales. Ben, ce projet de donation de parts sociales devra être notifié à la SAFER 2 mois avant par lettre recommandée. Le problème, c'est que le formulaire qui est à réaliser pour la SAFER doit être assez précis, même très précis. Donc, il y a à la fois le nombre de parts qui vont être transférées de qui vers qui, le prix des parts, mais aussi
toute la liste de toutes les parcelles qui sont soit en propriété, soit en location de la société, donc de notre GAEC, ERL et SCE1, et même à la description des bâtiments d'exploitation. Donc, on va très loin dans la notification à la SAFER. Il faut vraiment décrire l'ensemble des biens qui sont exploités par la société. Et alors, en plus, ce qui a été ajouté aussi, c'est la possibilité pour la SAFER de préempter l'achat des parts sociales en cas de vente de 100% des parts sociales. Donc, si jamais il y avait une vente totale d'une EARL d'une personne vers une autre, on a l'obligation de notifier 2 mois avant à la SAFER cette vente avec l'ensemble des éléments. Et la SAFER pourra acheter à la place toutes les parts sociales de cette EARL, par exemple. Ça, c'est important à avoir en tête parce qu'en plus, il y a des sanctions financières derrière, il y a des punitions, une amende qui peut être aussi proportionnelle au prix de la vente des parts sociales. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est du délai et puis il faut absolument le respecter. Il y a aussi des règles anti-accaparement liées à la constitution des sociétés foncières, immobilières. Là, je ne voulais pas repréciser ici, mais lorsqu'il y a une création d'un GFA ou d'une SCEA, il y a certaines règles de seuil et de durée de détention. On ne va pas pouvoir revendre ses parts sociales immédiatement. Il va falloir attendre 5 années avant de pouvoir revendre ses parts sociales après la création d'un GFA à une autre personne. Voilà le genre de règles qui ont été mises en place pour éviter le contournement du contrôle de la SAFER, en fait, par l'intermédiaire de sociétés d'exploitation. Et pour finir, il faut que vous sachiez que la loi anti-accaparement a aussi prévu que lorsque la SAFER reçoit la notification, l'information sur le projet de vente de parts sociales, elle puisse vérifier auprès de la DDT si l'autorisation d'exploiter a bien été obtenue. Donc, sachant que la SAFER sera informée de tous les projets de cession de parts sociales ou de donation de parts sociales pour les associés exploitants ou non exploitants, alors que le contrôle des structures est lié uniquement au fait de devenir exploitant dans une société. Les associés exploitants qui prennent des parts dans une société ne sont pas soumis à contrôle des structures puisque c'est bien une autorisation d'exploiter, donc une autorisation à devenir associé exploitant dans la structure. Mais en tous les cas, ça permet de boucler la boucle et de vérifier si les règles liées aux priorités, au contrôle des structures sont bien respectées dans les projets de cession.